Bonjour à tous. Il est vrai que dans le précédent épisode, je vous avais dit qu'on s'occuperait du M54B30, son entretien et quelques modifications. Mais n'ayant pas encore reçu toutes les pièces me permettant de traiter au complet ce sujet, je vous propose dans un premier temps de suivre la préparation de la baie moteur ainsi que la modification du système de freinage. Mais avant tout ça, ayant l'intention de supprimer la direction assistée, je commence par retirer toutes les durites de la crémaillère ainsi que le serpentin de refroidissement. Ne faisant pas de drift, la crémaillère est soumise à moins de contraintes. Le circuit de DA étant resté ouvert pendant un certain moment, de l'humidité a sûrement dû rentrer dedans. Donc je vais tenter de faire une vidange purge de l'huile. Et pour cela j'ai besoin de lever la voiture de manière à tourner de butée à butée la direction. Et quand je vois la couleur de l'huile, je me dis que c'était peut-être pas une mauvaise idée. Pour permettre à l'huile de quand même circuler dans la crémaillère, je rajoute ce petit module qui permet de supprimer le bocal de direction assistée. Module qui comporte deux vis dans la partie supérieure me permettant de faire un appoint d'huile pour faire le niveau par débordement. Je tourne à nouveau la direction de butée à butée de manière à essayer de chasser les dernières bulles d'air qui pourraient être encore présentes dans la crémaillère. Ce qui me donne la possibilité de rajouter un petit peu d'huile, puis je nettoie tout ça et je referme. Je retourne une dernière fois la direction de manière à vérifier qu'il n'y ait pas de bruit d'air, de bulles ou de points durs. Ceci étant fait, je peux maintenant m'occuper du remplacement du flector de cardan de direction. Celui-ci étant rifté, je suis obligé d'utiliser la disqueuse. Et normalement, après ça devrait venir en forçant un petit peu. Avec un bon point d'appui, ça finit par céder. Bon, par contre, pour le dernier, c'est un peu plus compliqué, donc je vais utiliser la masse avec un chasse-goupille. Et je remplace le flector par un en polyuréthane qui permet d'avoir une direction plus précise, plus ferme, donc normalement meilleure. La partie de la direction étant maintenant terminée, je peux m'attaquer à la simplification de la baie moteur et je commence tout de suite par la suppression de ce filtre à charbon actif. N'utilisant plus l'ABS depuis longtemps sur cette voiture, je prends la décision de supprimer totalement le boîtier ABS. Ce dernier étant en connexion directe avec le bocal de liquide de frein, je suis obligé de le vider afin de pouvoir débrancher les durites. Et même comme ça, j'arrive à en mettre partout. Il faudra que je nettoie bien parce que le liquide de frein est assez corrosif. Par chance, les durites viennent assez facilement. Je défais la prise du faisceau de manière à avoir accès à la dernière durite.
Et il ne me reste plus qu'à desserrer cette écrou pour libérer le boîtier ABS. Une fois retiré, il y a un réel gain d'espace et de poids. La suppression du boîtier ABS entraînant quelques modifications à réaliser sur le bocal de liquide de frein, pour que ce soit plus simple, je démonte tout le master vac, surtout que je souhaiterais retirer cette espèce d'isolation qu'il y a autour. Je retire donc les deux durites connectant le bocal au boîtier et il va falloir boucher ces deux sorties. Ces dernières n'étant pas du même diamètre, bien sûr, la durite est un petit peu plus difficile à mettre sur une des deux sorties, mais ça le fait quand même. Je profite de l'absence du master vac pour retirer le câble d'accélérateur ainsi que mes différents câbles de sonde qui ne serviront plus puisque je vais modifier tout le faisceau. Je retire également la borne positive de la batterie dans le compartiment moteur puisque sur le M54B30, le câble de batterie n'arrive pas au même endroit. Et pendant que j'y suis, je retire vraiment tous les câbles, tout le faisceau des feux, puisque j'ai l'intention de faire un faisceau personnalisé. L'ABS n'existant plus maintenant sur cette voiture, je peux même retirer les capteurs d'ABS et j'en profite aussi pour retirer les capteurs d'usure de plaquettes de frein que de toute façon j'avais chanté. Et histoire de simplifier le faisceau encore un peu plus, je retire même les fils des répétiteurs de clignotants sur les ailes. Je me fais un peu de place pour travailler plus à l'aise dans l'habitacle. J'ai fait de même pour toute la partie du faisceau du coffre, donc les feux arrière et la malle. Je n'ai pas filmé parce que c'est plutôt assez chronophage et pas forcément très intéressant à regarder. Ce qui me donne la possibilité de supprimer tous ces fils puisque la plupart étaient devenus inutiles. Ma 325 qui étant d'origine équipée du check control, il y avait des allers-retours de câbles qui maintenant ne servent plus. Il reste maintenant le plus gros du travail, toute la partie faisceau habitacle à l'avant. Et là, il y a du boulot. Surtout que je me suis donné comme objectif de ne couper aucun fil. Et là, on peut remercier les ingénieurs BMW parce que même si c'est assez long à faire, il n'y a pas de réelle difficulté. Il ne me reste donc plus qu'à démonter la boîte à fusibles et réussir à sortir tout le faisceau de la voiture. Finalement, c'est peut-être là que se trouve la difficulté, puisque toutes les prises du faisceau se retrouvant un peu les unes à côté des autres, ça prend pas mal de place et c'est pas simple à faire passer à travers la cloison séparant la baie moteur de l'habitacle. Surtout que j'essaye de ne rien abîmer de manière à garder intact le faisceau,
au cas où j'aurai des difficultés à faire mon propre faisceau, ou si j'ai besoin de récupérer des prises, je préfère qu'elles soient en bon état. Même si en 2013 j'avais déjà commencé à simplifier un petit peu le faisceau habitacle, en supprimant l'éclairage intérieur, etc., il y a encore beaucoup de fils. Je retire également ma console d'interrupteur parce que je vais très certainement la modifier ou carrément en faire une autre. Je retire aussi l'Alphano puisque j'avais déjà retiré sa sonde dans un épisode précédent et puisque je m'en sers pas en fait. Les commodos de clignotant et d'essuie-glace subissent également le même sort parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Je retire le compteur, mais là c'est plus pour le mettre à l'abri le temps des travaux. Et peut-être que je vais y apporter une petite modification ou je vais le remplacer, on verra. Je démonte aussi ma Shift Light parce qu'elle a fondu au soleil. Son module également, avec son potentiomètre. Mais peut-être que j'en remettrai une, je verrai plus tard. Je me sépare du réglage d'intensité et de luminosité intérieure, étant devenu désuet vu que j'ai supprimé le faisceau. Et je sépare le faisceau des commodos du faisceau du Neumann. Neumann que je vais conserver ne serait-ce que pour garder le blocage de la direction lorsque la clé n'est pas en place. Toujours dans l'optique de la modification de ma console centrale, je retire dans un premier temps cette partie où j'avais mis les manomètres. Voilà, ma 325i est maintenant dépourvue de tous ses fils électriques. Il ne reste plus que le câble de batterie. Au-delà du fait que ça fasse beaucoup plus propre, il y a aussi un réel gain de poids, l'air de rien. Pendant que j'y suis à vouloir rendre la voiture plus propre, plus légère et gagner de la place, etc., je retire cette isolation qui commençait à partir un petit peu en morceaux, en poussière. Je vous laisse constater. Même si ce n'est pas une chocar, j'ai envie d'avoir une belle baie moteur simplifiée, donc je commence à retirer tous les éléments inutiles, comme le support de batterie, le support de prise diagnostique, bon, je vous l'avoue, ça aurait été mieux si j'avais eu un forêt à dépointer, mais on va faire autrement. Je supprime également le support de bocal de lave-glace qui n'est plus là depuis longtemps, une fixation de masse, et je fais de même côté conducteur avec le support de filtre à charbon actif et celui du boîtier ABS, dont la présence des durites de frein rend la suppression un petit peu plus délicate.
N'ayant pas de forêt à dépointer, j'ai fait du travail, on va dire, de cochon. Donc je sors le disque à lamelles et je ponce tout ça pour nettoyer un peu le massacre. Il faudra vraiment que je m'achète ces forêts parce que là, du coup, je galère un peu. Bon, j'y arrive, mais je perds du temps et je galère. Je décolle les stickers d'origine présents sur les tourelles, puisque j'ai l'intention de souder ces dernières. Et pour cela, je démonte les têtes d'amortisseur de manière à lever la voiture et soulager la contrainte faite sur les tourelles d'amortisseur de manière à les souder dans leur position la plus naturelle. Mais avant ça, il faut d'abord réussir à sortir tout le joint qui colle les tourelles au reste du châssis. Et là, l'accessibilité est assez précaire pour retirer le joint entre la tête d'amortisseur et la joue d'aile. Donc, vu que la brosse métallique montée sur la meuleuse ne passe pas, j'essaye avec le disque à lamelles, mais non. Je teste au cas où, mais ça marche pas. Et finalement, au tournevis, ça se retire assez facilement. Je nettoie bien les restes et les projections de joints qu'a pu laisser la brosse métallique. Le tournevis s'avère assez efficace pour retirer le joint dans les parties et les coins inaccessibles. Je renettoie avant d'appliquer une bombe de peinture zinguée qui permet de protéger les parties à nu du métal, mais qui n'empêche pas la soudure. Je charge peut-être un tout petit peu trop en peinture, mais j'ai encore tout le côté conducteur à faire. Âme sensible ou professionnel de la soudure, attention, vous allez être choqué. Alors certes, je ne suis pas un professionnel, mais là c'est vraiment moche. J'avais un mauvais réglage de vitesse de fil, un mauvais débit de gaz, et comme je n'ai pas retiré l'antigravillon sous les ailes, ma soudure réagissait mal, donc c'est pas très beau à voir. Mais ça a l'air d'avoir bien pénétré. Si jamais il vous prend l'envie de faire la même chose, ne faites surtout pas comme moi. L'antigravillon sous les ailes est complètement inflammable, donc si vous voulez pas que votre voiture parte en fumée, retirez l'antigravillon d'abord et faites vos soudures après, ce que j'aurais dû faire. Bon, même si c'est pas très beau,
Le résultat me convient à peu près et surtout c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, donc je suis quand même assez content. J'avais juste oublié une partie, donc je récidive un petit peu avec mes soudures horribles et puis après j'arrête. Surtout j'aurais dû déblaxonner avant de faire ça. Ceci étant fait, je repasse un petit coup de primaire anti-rouille, le temps de redémonter les clignotants et démonter les feux pour peindre ma baie moteur. Ce qui est chose faite, et il n'y a pas à dire, hein. Une belle baie moteur, simplifiée, soudée, peinte en blanc, je trouve ça vraiment beau. Oh mais ça me fait penser, je vous ai pas expliqué pourquoi j'ai peint ma baie en blanc, et je vous ai pas expliqué ceci. En 2013, lorsque j'ai terminé la préparation de ma 325i, j'avais comme objectif de faire une réplique de la BMW de Steve Soper dans le championnat BTCC de 1993. Et j'ai changé d'avis. Comme je suis en train de faire un autre projet dont je ne vous ai pas encore parlé avec mon ami Cédric, qui est en lien avec le championnat STW 1997, j'ai réalisé ceci. Une réplique de la voiture de Cecotto en 1997 sur une autre base qui me servait de donneuse. Et donc c'est ce que je vais faire sur ma 325i. N'ayant pas le temps de faire un covering complet sur la carrosserie de ma 325i avant la journée au Nürburgring, j'ai pris la décision de faire un swap carrosserie des éléments de la donneuse que vous venez de voir sur ma 325i. Je démonte donc le système d'ouverture du capot pour pouvoir démonter toute la face avant. Et pour ceux qui ont déjà démonté cette traverse, vous savez ce qui va se passer. Soit j'ai de la chance et ça va se desserrer, soit je vais arrondir la tête de la vis. Oh, et j'ai de la chance. Je retire le câble d'ouverture du capot et je sors toute la face avant. Oui, c'est vrai. J'avais oublié, la face avant est pointée à 2 endroits sur les longerons, donc je m'en occupe. Pour simplifier le swap du M54 dans la 325i, je prends la décision de démonter tout le train avant, triangle, berceau moteur, amortisseur, enfin la totale. Ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas démonté élément par élément. Je n'ai pas la réponse. Sur le moment, ça m'avait paru plus simple de faire comme ça. C'est pas le cas en fait.
Ayant l'intention de réutiliser le capot que j'ai peint sur la donneuse, en attendant de faire un beau covering blanc sur celui-là, je le démonte. D'ailleurs, ne me demandez pas pourquoi j'ai desserré la tresse de masse. J'ai vu un écrou, je l'ai retiré. Mais c'est complètement inutile, on est d'accord. Par contre, contrairement au design que j'ai réalisé sur la donneuse, je conserve ces bas de caisse type M3, donc je les démonte pour les peindre en rouge. Comme pour le capot, je souhaite conserver à long terme les ailes de ma 325i que j'ai élargies comme je le souhaite. Mais dans un premier temps, je vais swapper avec les ailes de la donneuse pour le design. Il aurait été préférable que je coupe un peu mieux le joint présent au niveau des vis inférieures de l'aile, ça aurait été plus facile pour démonter. Je le saurai pour la prochaine. Voilà la face avant, toute nue. Ce qui va me permettre d'en profiter pour déblaxonner le dessous des ailes. Oui, chose que j'aurais dû faire avant de souder mes tourelles, on est bien d'accord. Hein. Donc, je décape tout le blaxon. Ce qui est somme toute assez long et laborieux à faire, mais assez satisfaisant au final. Après quoi j'applique le primaire phosphatant, qui est une protection anti-rouille pour les parties mises à nu du métal. Une fois l'application terminée et sèche, je pulvérise un anti-gravillon à la bombe. Je connaissais la version qui se branchait sur un compresseur, mais celui-là est assez efficace, il a l'air d'avoir un bon rendu et est assez épais, je pense que c'est une bonne protection qui durera dans le temps. Le côté conducteur étant maintenant terminé, il ne me reste plus qu'à faire de même au niveau du côté passager. Décapage, primaire phosphatant et anti-gravillon. Ça paraît bête à dire, mais quand c'est tout neuf, tout propre, bah, je trouve ça beau. Et pour rester dans le côté esthétique des choses, il m'a pris l'envie d'appliquer une isolation thermique dorée dans la baie moteur. Alors, pour ceux qui ont déjà réalisé ça et qui ont réussi à avoir un beau rendu, je vous tire mon chapeau, parce que c'est vraiment difficile à faire. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, eh bien, armez-vous de patience, prévoyez plusieurs jours pour le faire, ou au moins en tout cas plusieurs heures, parce que c'est un enfer. J'ai eu beau essayer de chasser toutes les bulles, d'éviter le maximum de plis, j'ai des plis partout. Tant pis. Ma voiture n'est pas une chocarde. Si cette isolation peut au moins remplir son rôle d'isolation thermique entre le compartiment moteur et l'habitacle, bon, bah, objectif atteint.
Après, même si c'est pas parfait, c'est quand même ce que j'avais en tête, et bon, j'aime bien, c'est sympa. Je peux donc remonter le master vac, reconnecter la durite de l'émetteur d'embrayage, et retirer les durites d'origine qui allaient normalement jusqu'au bloc ABS, pour les remplacer par des durites que j'ai réalisées moi-même. Sur la durite de frein avant, j'ajoute ce T qui permettra de connecter les durites avant droite et avant gauche. Cette dernière d'ailleurs n'arrivant pas du tout au bon endroit à cause du bloc ABS, j'entreprends l'idée folle de vouloir la refaire entièrement moi-même, donc en essayant de reproduire les mêmes courbures pour qu'elle passe aux mêmes endroits et qu'elle se fixe également à son emplacement d'origine. J'utilise l'outil qui permet de cintrer les durites, mais celui-ci fait des rayons beaucoup trop grands, donc j'essaye de rétrécir un peu le rayon de courbure de la durite. Je rajoute le raccord et ensuite j'utilise l'outil spécial qui permet de terminer la durite. Il ne me reste plus qu'à mettre en place la durite dans l'aile pour voir si mes courbures sont correctes. Et ensuite, je termine les angles de la durite dans le compartiment moteur à la main de manière à les faire arriver exactement là où je le souhaite. Je repère l'endroit où couper la durite à la bonne taille et également là où il manque quelques angles à rajouter. Une fois terminé, je repasse la durite et elle tombe au bon endroit, c'est plutôt bien. Je fais de même pour la durite arrière qui vient se connecter sur la durite d'origine. Je mets des séparateurs de manière à rigidifier un petit peu le montage. Il ne me reste plus qu'à serrer le tout et je testerai l'étanchéité avec une mise en pression du circuit complet un peu plus tard lorsque j'aurai remonté le train avant. Voilà qui est fait. Malgré tout, je ne suis pas tout à fait convaincu ni satisfait du rendu final. Mais pour le moment, je ne vois pas comment faire autrement. En gardant les durites d'origine, comme elles arrivent à des endroits un peu bizarres, ça fait que mes durites n'ont pas un emplacement optimisé. C'est pourquoi finalement j'ai refait entièrement la durite côté passager, en la refaisant passer aux mêmes endroits, mais à la fin, elle finit sous le master vac et du coup mes durites sont mieux, je trouve. Il reste juste la durite arrière qui ne me convient pas toujours, mais je pense que je vais la refaire aussi. Et plus que simplement la refaire, je vais même ajouter un limiteur de frein pour l'arrière. Ayant envie de mettre ce limiteur à l'intérieur de l'habitacle, pour pouvoir le régler en roulant, et comme je souhaiterais modifier ma console centrale, j'ai besoin de mettre en place le patron de ma console centrale pour déterminer la place du limiteur dans l'habitacle. Voilà. Ici, je pense que c'est un des meilleurs endroits pour le placer. Je refais donc entièrement ma durite de frein arrière en la faisant passer derrière le master vac et la faisant rentrer dans l'habitacle par le trou du câble d'accélérateur d'origine. Ce qui me permet de l'amener jusqu'au limiteur sans pour autant gêner les futurs éléments qui se trouveront derrière la console centrale. Une fois sa position définitive trouvée, il ne me reste plus qu'à créer une patte de fixation pour le limiteur.
Voilà qui est fait, je vérifie que la plaque suffise pour résister aux forces appliquées. Pour terminer la durite de frein arrière, je passe sous la voiture au niveau du réservoir d'essence, là où se trouve le T qui sépare la durite qui vient du compartiment moteur vers les durites arrière gauche et arrière droite. Je desserre les 3 raccords dans l'optique de supprimer complètement la durite qui vient du compartiment moteur et de retourner le T de manière à avoir le raccord tourné vers le haut. Pour avoir un petit peu plus de place pour travailler, je vais démonter la durite de mise à l'air du réservoir d'essence. Ce qui me permet de sortir complètement la durite de frein arrière d'origine qui passe sous le châssis. Je retourne donc le T en le pointant vers le haut, et par contre il faudra que je fasse une petite patte de fixation parce que je ne peux plus le resserrer sur le châssis. Pour que ma durite venant du limiteur puisse rejoindre le T arrière, je fais un trou, en faisant attention de ne pas percer le réservoir bien sûr, pour y faire passer ma durite. Et voici ma durite arrière terminée. Sauf que j'ai complètement oublié que j'allais mettre ma plaque écrou pour le harnais à cet endroit-là. Donc je suis obligé de refaire un peu ma durite de manière à ce que ça ne gêne pas. Maintenant que tout tombe au bon endroit, je vais pouvoir souder ma fixation pour le limiteur. Je ne suis toujours pas soudeur professionnel, mais je suis assez content du résultat. Et puisque j'en suis à avoir mon poste à souder dans l'habitacle, autant souder les plaques d'écrou pour le harnais tout de suite. Et comme je suis motivé et lancé dans la soudure, je change mes contreplaques d'arceau qui sont complètement rouillées. Donc j'en ai réalisé des nouvelles avec des plaques galvanisées, ce qui retardera la réapparition de la rouille. Je décape bien en dessous histoire de ne pas faire brûler ma voiture sur place. Et je tente de me faire une petite installation histoire de me protéger un petit peu du soleil caniculaire qu'on a en ce moment parce que vu la température, je suis en train de cuire sur place pour le coup. Et fallait s'y attendre, mes soudures sont catastrophiques. La position pour souder, la chaleur, j'y arrive pas en fait. Donc, pour une fois là, j'abandonne et je verrai ça plus tard. Du coup, ça me libère pour pouvoir peindre entièrement l'habitacle en blanc et fixer définitivement le limiteur de frein arrière. La partie du freinage est maintenant terminée, la baie moteur est prête à accueillir le M54B30, j'ai également reçu toutes les pièces que j'attendais, donc maintenant je vais pouvoir faire l'entretien du moteur, faire quelques modifications et le mettre dans la voiture. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo.